accueillir Laetitia, Emma et Ariel pour cette table ronde. Tout à l'heure, donc, on a vu un peu les différents parcours de reconversion. Là, l'objectif de cette table ronde, c'est que vous puissiez toucher encore plus du doigt concrètement, mais c'est quoi travailler dans la tech? Ça ressemble à quoi? C'est quoi le quotidien de travailler dans la tech? Et du coup, pour ça, nous avons donc Laetitia qui travaille chez Evaneos, nous avons Emma qui travaille chez Alan et nous avons Ariel qui travaille chez Deezer. Peut-être en préambule, si vous pouviez nous expliquer en 2-3 mots, qu'est-ce que vous faites et que fait votre entreprise? Ariel, si tu veux commencer. 1, 2, ouais. Ok, Deezer, plateforme de streaming musical française. Et je travaille dans l'équipe qui fait des algorithmes de recommandation. Donc sur Deezer, vous pouvez aller dans la barre de recherche ou alors dans vos favoris et chercher ce que vous voulez. Ou alors, quand vous ne savez pas quoi écouter, on vous guide, on va vous faire des recommandations basées sur ce que vous avez déjà écouté avant. Enfin, ça, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, c'est ça que je fais. Salut, moi je m'appelle Emma, je travaille chez Alan, qui est une AssureTech, donc c'est une start-up maintenant scale-up dans l'assurance santé. C'est la plus récente des assurances santé en France depuis les années 70. Je fais partie de l'équipe des ingénieurs, des software engineers, donc en fait c'est les développeurs tout simplement. La mission d'Alan, c'est d'améliorer, déjà de donner accès à la santé au plus de monde possible et le plus efficacement possible en donnant une expérience de remboursement qui est top du top et en plus en aidant à la prévention des problèmes de santé qui peuvent arriver. On développe notamment des programmes de santé dont je vais parler plus tard. Et voilà, moi je fais partie aujourd'hui de l'équipe qui s'occupe de la clinique virtuelle et des programmes de santé. Bonjour à toutes. C'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, je mets autant de femmes dans une même salle. Moi je suis Laetitia, je suis product manager chez Evaneos, qui est une marketplace qui met en relation des voyageurs donc qui cherchent à faire un voyage et des agences à destination pour créer du voyage sur mesure. Et du coup, moi, je m'occupe de toute l'entrée du funnel sur le site, donc très B2C, de toute la partie acquisition et faire en sorte que les gens aillent justement vers des demandes de devis pour commencer la création de leur voyage. Merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené dans la tech, toutes les trois? Du coup, moi, à l'école, j'aimais beaucoup les maths. J'ai eu de la chance. Franchement, c'était juste de la chance parce que j'avais pas trop de passion à part la musique, mais écouter de la musique, quoi, pas en faire. Donc, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire de ça. Mais du coup, j'avais la chance d'aimer les maths. Et du coup, au lycée, j'ai fait ES. Et puis après, j'ai fait maths sup, maths spé. Toujours parce que j'aimais les maths. Et là, en vrai, je commençais un peu à me projeter, à me dire que j'allais être prof de maths. Et sauf qu'après la prépa, comme la suite logique, c'est un peu de faire l'école d'ingé, je suis quand même allée en école d'ingé. Au pire, j'irai à la fac après. Et du coup, j'ai pris une école d'ingé plutôt maths. Et du coup, qui dit maths dit info. Et là, du coup, je suis arrivée dans mon école qui s'appelle l'NCE, qui est à Évry. Et du coup, première année, donc post-prépa, donc L3, quoi. C'était remise à niveau en informatique et tout. C'était horrible parce qu'il y avait que des geeks qui avaient fait ça depuis qu'ils sont petits, quoi. Et moi, j'étais nulle parce que j'avais pas fait ça. Voilà, c'était horrible. Deuxième année, j'ai tout fait pour aller en spé maths. Du coup, j'ai réussi à aller en maths appliquée. Et là, on a fait un projet trop cool dans la matière data science, du coup, parce qu'on avait optimisation, on avait plein de matières statistiques, on avait de la finance aussi. Et j'aimais beaucoup l'optimisation et la data science. On avait fait un projet trop cool où il fallait, à partir de la CSP des élèves, deviner les notes au prochain contrôle. Et en fait, ça touchait beaucoup à la sociologie. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop sympa. En fait, tu peux faire ça sur plein de domaines, en fait. Et moi, j'avais tellement peur de m'engager dans un truc et de pas aimer ce que je faisais. Enfin, ma hantise, c'était de pas aimer mon métier. Parce que pour moi, la réorientation et tout, c'était hors de question. Ça me faisait trop peur. Donc, il fallait vraiment que je fasse les bons choix à chaque fois. C'était trop stressant. Et donc, voilà. Et donc là, j'ai compris qu'avec ça, je pouvais changer d'avis comme je voulais. Donc, je me suis spécialisée dans ça. Et donc, en dernière année, j'ai fait vraiment que la data science. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Et toi, Laetitia, comment t'es arrivée dans la tech? Ouais. Moi, j'ai fait un bac S. Pas parce que j'étais bonne en maths, mais parce que j'étais obligée par mes parents. Et je me suis dit, moi je suis arrivée dans la tech par l'info, donc je suis désolée pour madame la directrice, mais moi j'ai fait Epitech. Mais 42 n'était pas encore né.
J'ai fait Epitech parce que moi j'étais très pragmatique, je voulais un boulot qui me plaise, mais je voulais un boulot qui gagne de l'argent. Et l'informatique, c'était un métier d'avenir. La pédagogie, un peu la même que 42, m'a beaucoup plu. Donc la piscine, pareil, j'ai adoré, j'ai détesté. Du coup, j'ai fait tout mon parcours sur 5 ans. Je me suis retrouvée en stage en chef de projet junior parce que je savais que je ne serais pas développeuse toute ma vie. Je voulais plus. Je voulais travailler avec plus de mondes différents. Je voulais voir plus de choses. Et je me rendais compte en stage sur les projets que en fait, j'avais envie de participer à la réflexion plus qu'au développement en soi. Donc j'ai commencé par un stage là-dedans. Le produit était très très nouveau en France. C'est quelque chose qui est encore qui venait des US à l'époque. On était à 3-4 ans, je crois, dans le milieu. Et en fait, petit à petit, je me suis redirigée vers des startups qui ont commencé à aller dans ce domaine-là. Et du coup, maintenant, ça va faire 8 ans que je suis product manager dans l'univers des startups, un peu dans tous les domaines d'activité. Et toi, Emma, je t'en prie. Moi, j'adorais dessiner quand j'avais 13-14 ans. Je me voyais vraiment bien devenir écrivaine ou faire de la BD. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit « c'est hors de question, tu vas faire une grande école, ma fille, comme moi et comme ton grand-père ». Du coup, j'ai fait prépa. En fait, j'ai fait vos mêmes parcours. J'étais forcée par ma mère de faire un bac S, j'ai fait prépa ensuite. La suite logique, c'était d'atterrir dans une école d'ingé parce que, ok, je fais comme toi, maman, mais je fais certainement pas une école de commerce parce que je veux pas être sur le même terrain que toi. Et à partir de là, moi, ça me plaisait. Enfin, je m'en sortais en prépa, mais ça me plaisait pas tant que ça, la méca, les maths. Et je voulais aller vers une école qui potentiellement pouvait m'orienter vers l'informatique ou des trucs on peut un peu créer à la fin. J'ai atterri à Télécom Sud Paris, qui est une école des télécoms et des mines, où déjà on fait plus de méca, donc c'était mon grand soulagement. J'ai fait un petit peu de réseau, j'ai détesté ça, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et à la fin je me suis dit pourquoi pas essayer le jeu vidéo, parce qu'il y avait une formation pour faire ça, et j'adore le jeu vidéo. Et puis je me suis rendu compte que j'ai commencé à coder très tard, parce qu'à l'école on voit certains concepts, mais on va pas très en profondeur dans cette école généraliste. Et j'étais vraiment pas au niveau pour démarrer tout de suite dans des stages en tant que dans le jeu vidéo. Et en plus, ça paye pas très bien. Il y a quelques petits soucis dans ce milieu. Du coup, je me suis orientée vers des ESN d'abord, parce que c'est ce genre d'entreprise qui aime beaucoup recruter à la fin des écoles d'ingé généralistes. Et j'en ai pris une qui fait de l'informatique, parce que je me suis dit, OK, à la fin, je vais faire des applications, n'importe quoi, pour pouvoir créer et avoir un petit peu ce côté member experience, UX. Et à partir de là, ils m'ont formé presque de A à Z sur les technos du web. Puis je me suis rendu compte que je déteste être consultante, mais alors j'adore faire des logiciels et des trucs qui régalent les membres. Et donc je suis plutôt partie ensuite dans les startups. Donc j'ai commencé par une petite startup, puis ensuite je me suis orientée vers des scale-up et j'ai été démarchée par Alan. Et depuis, ça fait 4 ans que je suis trop contente de bosser là-bas. Voilà. Trop bien. Et du coup, donc je m'interroge. Nous avons une product manager, senior product manager, développeuse et data scientist. Mais c'est quoi le product management? Ça consiste en quoi? Alors, si on fait simple, souvent pour les grands-parents, c'est un chef de projet. Mais si on rentre plus dans le détail, par rapport à un chef de projet, en gros, vous êtes en charge du développement du produit de la boîte pour laquelle vous bossez. C'est-à-dire, on va prendre un truc simple, je ne sais pas, chez Uber. Imaginons, je m'occupe de toute la partie expérience inscription sur le site. Mon but, en fait, c'est de faire en sorte, avec plein de monde autour de moi, mais de fournir la meilleure expérience possible aux utilisateurs de l'application. Donc, je vais réfléchir à la stratégie de comment faire en sorte que plus de gens s'inscrivent, les parcours soient meilleurs, que les gens se plaignent moins au service client. Et du coup, pour ça, je m'entoure des équipes marketing pour réfléchir à toute la partie comment on va brander l'application. Je vais m'entourer de designers pour justement réfléchir au concept, quelle interface on propose, comment on la propose, de développeurs pour toute la partie développement du sujet, et ensuite de data analyst, pareil aussi, pour voir un petit peu est-ce que tout ce qu'on a mis en place fonctionne pas, comment on peut aussi l'améliorer. Et du coup, mon rôle, c'est un peu de réfléchir à la stratégie, à la vision de où est-ce qu'on veut emmener le produit, et en même temps de coordonner un peu toutes ces différentes équipes pour faire en sorte qu'on respecte un peu les délais pour aussi atteindre les objectifs business de la boîte. Donc très couteau suisse. Très clair. Du coup, dans ton quotidien, tu es amené à travailler avec des développeurs et développeuses, ouais, comme Emma, par exemple. Et du coup, développeuse, c'est quoi? Quelle transition.
Du coup, alors développeuse, ça va être vraiment les personnes en fait qui créent l'application et qui sont garantes de son bon fonctionnement, de sa maintenance aussi. Et donc j'aime bien dire que par exemple les PM c'est plutôt les chefs d'orchestre, donc les gens qui vont diriger, organiser, ou les architectes avec la vision. Et puis nous, on va être vraiment les personnes les maçons qui construisons la maison, qui sortons de fondation, de nulle part, quelque chose qui va marcher et qui va être fiable, qui va être maintenable, qui va être auditable. C'est beaucoup un métier où on réfléchit, on conçoit des systèmes, on automatise des choses. Ça, on adore automatiser. On se dit, OK, on a fait un système qui marche bien dans ce cas précis. Maintenant, on va faire un truc plus générique qui a marché dans d'autres cas. On va le rendre modulable, ça va être trop bien. C'est un métier qui est quand même en interaction avec les autres métiers. Un petit peu moins que PM, effectivement, qui est au centre de tout. Mais les développeurs sont en contact avec les PM, avec les product designers, parfois avec aussi des gens qui sont plus operationals, qui vont s'occuper de définir la business logic et les protocoles, parfois avec des data scientists parce qu'on peut leur poser des questions, ou on peut les aider à retrouver des valeurs ou un petit peu à mettre en place des algorithmes aussi pour trouver des datas. On est en contact avec le service client, notamment quand on a des process pour régler les bugs ou régler les incidents, où là on est beaucoup en contact avec eux pour gérer la communication avec les membres, gérer les cas particuliers avec les membres. C'est un métier qui est à la fois très créatif et puis il faut un petit peu savoir communiquer et simplifier les problèmes à des gens qui ne sont pas forcément dans la tech. Et du coup, Ariel, data scientist, et particulièrement data scientist chez Deezer, parce qu'en plus, ça va bien nous parler. On utilise, j'imagine, tout le monde utilise du Spotify, Deezer, Apple Music. Ouais. Ça consiste en quoi, data scientist ? Ouais, alors déjà, pour revenir sur Deezer, je vous ai même pas dit comment j'avais atterri là-bas. Mais comme Emma, j'ai commencé par une ESN, mais j'ai pas pris n'importe laquelle. En fait, je voulais absolument travailler dans la musique, donc j'ai contacté tout le monde dans la musique. Il y a une fille de la SACEM qui m'a dit « Ah, cette ESN, on est leur client, va là-bas ». Et ils m'ont pas mise à la SACEM, ils m'ont mise chez Enedis. Mais après, j'ai finalement été prise chez Deezer, donc je suis prise chez Deezer, après avoir forcé bien comme il faut. Et du coup, chez Deezer. Alors, moi, en fait, le métier de data scientist, je dirais que c'est un peu prédire l'avenir en fonction des comportements passés. Donc, on va récolter toutes les datas qui sont passées. Et comme en vrai, on a tous un comportement très prévisible, on peut prédire... là, en l'occurrence, dans la musique, ce qui va plaire à l'utilisateur en fonction de ce qu'il a écouté, skippé, liké, ajouté en playlist, banni, etc. Et du coup, donc je vais construire des modèles. En fait, c'est des stats. Je vais calculer des probabilités que tel user aime telle chanson ou tel album, etc. Vous avez compris. Et du coup, je vais construire des modèles de prédiction ou des modèles de prédiction. Et après, avec qui je suis en contact chez Deezer, beaucoup de data analystes. Alors donc nous, on va construire les modèles, les mettre en production, et après, les data analystes, eux, ils vont revenir sur nos performances, nous construire des dashboards pour qu'on puisse regarder si nos modèles ils cassent pas tout. Enfin, ça on fait avant la mise en prod normalement, mais donc on est beaucoup en contact avec des data analysts. Ils vont nous faire des recommandations aussi sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, à quel endroit, comment, avec des product managers évidemment qui vont nous proposer des nouvelles fonctionnalités ou nous dire aussi ce qui va pas, parce que comme eux aussi parlent avec les data analysts, voilà. Et aussi en vrai les software engineers. On est en contact avec tout le monde et on travaille. Alors c'est une équipe un peu spéciale qui est pas. Moi je connaissais pas ça avant d'arriver chez Deezer, mais la user research. En gros, ils font des études plutôt qualitatives que quantitatives. Ils vont interviewer des utilisateurs et pareil, eux aussi nous font des recommandations. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, pour être rentré encore plus dans le concret, une journée type et ou une semaine type, ça ressemble à quoi ? Emma, par exemple. Waouh. Alors moi, je travaille plutôt en semaine type, on va dire, parce que tous mes jours sont un peu particuliers en fonction des objectifs que je me mets par semaine. Ce qui est trop bien avec le métier de développeur et avec les startups, c'est qu'on peut quand même pas mal organiser en général son temps comme il faut, tant qu'on atteint ses objectifs, en gros. Et du coup, typiquement, moi, j'ai des objectifs plutôt par quarters, donc par trimestre en français. Et chaque semaine, je dis OK, alors j'en suis là dans mon quarter, je sais que je vais arriver au bout là, et cette semaine, je vais me concentrer sur ces trucs-là. Et donc, je sais un peu ce que je vais faire chaque semaine. Et ma journée type, en général, je démarre entre 9h et 10h, puisqu'ils ne sont pas trop regardants sur les horaires aussi.
mon conseil. Et je commence toujours par un petit daily. Alors, dans mon entreprise, un truc qui est particulier, c'est qu'on est à fond dans la asynchronicité et la written culture. Donc, on ne fait pas de daily en ligne, on oblige les gens à venir à une certaine heure. Ça se fait très couramment ailleurs et ça peut très bien se faire. C'est aussi un moment où on dit hey, « Salut, comment ça va à ton collègue ?» Moi, je fais plutôt par écrit, où j'adore raconter ma petite vie. « Ah, j'ai trop bien dormi cette nuit. Par contre, j'ai fait un rêve horrible. » Et ensuite, je raconte un peu ce que j'ai fait avant, aujourd'hui, sur quoi je focus, et s'il y a des intentions particulières, genre j'ai vraiment besoin que là aujourd'hui, machin, tu reviews ma PR parce qu'il faut absolument que je la merge, typiquement, c'est ce moment-là. Ensuite, en général, je code à peu près 80% de ma semaine, parce que c'est quand même le métier, c'est de délivrer du code. Et les 20 autres pourcents, je les dédie à ce qu'on appelle la communauté ingénieur à Alan. Donc en fait, c'est mon corps de métier. On a plein de trucs à gérer, typiquement le staffing, où vont les ingénieurs, dans quelle équipe, à quel moment, le coaching. On a tout un système de mentorat dans mon entreprise qui est trop cool. Là, j'ai commencé bientôt à coacher quelqu'un, typiquement, donc je vais lui dédier du temps toutes les 2 semaines pour faire avancer sa carrière, l'aider à mieux comprendre comment sont arrivés certains problèmes, je sais pas, dans son quotidien et comment éviter ça à l'avenir. Et moi, particulièrement, je m'intéresse beaucoup au recrutement. J'adore ça parce que je veux absolument enlever le plus de biais possible dans le recrutement. Je veux qu'on recrute des gens forts et des femmes fortes aussi, et pas que des hommes sortis tous d'écoles d'ingénieurs comme moi. Voilà. Je veux enlever ces biais-là et je veux faire en sorte que l'exercice technique soit intéressant et qu'on en apprenne quelque chose. Du coup, en ce moment, ma mission, c'est d'améliorer cet exercice technique, de faire en sorte qu'on calibre bien aussi cet exercice technique à travers tous les intervieweurs, parce qu'on a plein à LAN, qu'on ait une documentation qui est nette, précise et accessible à tous, et voilà, que ça roule progressivement. Donc en gros, ma semaine, 80% de code pour mon projet actuel que j'ai défini avec mon équipe sur le trimestre, et 20% du recrutement, de l'amélioration de process et du coaching. En product manager, une journée type. On n'est pas très loin de la tienne. Il n'y en a pas beaucoup, ça dépend pareil des sociétés, si vous êtes tout seul, si vous êtes avec une équipe. Mais en gros, pareil, le matin, c'est un peu un délit et mon temps, c'est 20%, je pense, d'une partie un peu stratégie, donc vraiment réflexion de, OK, on a des objectifs sur le semestre, de aller réfléchir comment est-ce qu'on pourrait aller les atteindre au travers de différentes features ou améliorations qu'on peut mettre en place. Et 80% de mon temps, c'est surtout de la gestion humaine en vrai. De la gestion des gens et de la gestion de planning. Donc, c'est-à-dire passer du temps avec ma designeuse pour réfléchir à une nouvelle feature, faire des interviews utilisateurs, de la user research pour aller interviewer nos utilisateurs pour comprendre qu'est-ce qu'ils comprennent de notre interface, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire ou à ne pas faire. Ça va être du temps avec mes développeurs parce que soit ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire, soit passer du temps avec eux pour dire OK, on a 2 semaines pour faire ça, tu es en train de me dire qu'il faut 1 mois. Bon, comment on trouve un juste milieu pour que moi, je puisse sortir la feature qui m'intéresse et toi, en même temps, tu puisses être dans les temps niveau développement. Du temps avec le marketing, enfin avec toutes les équipes. Donc c'est vraiment un peu comme tu disais, Emma, chef d'orchestre. C'est-à-dire que la majorité de mon temps, c'est vraiment discuter avec les gens, récupérer tous les problèmes un peu de tout le monde et tout organiser pour faire en sorte que le tout suive son cours pour qu'on délivre quand il faut un petit peu les différentes features pour faire en sorte de rapporter du business aussi à la boîte. Voilà. Alors, et moi du coup, donc moi pareil, j'arrive pas trop tôt le matin, minimum 10 heures, hein, vraiment. Et puis tant que j'y suis, je prends vraiment beaucoup de pauses, grosses pauses déj, ça rigole dans l'open space et tout, c'est vraiment très sympa. Non, on n'est pas stressé. Moi, j'ai pas de daily parce qu'en vrai, on a des projets quand même très long terme qui vont prendre plusieurs mois. En fait, on est 5 dans mon équipe. Donc, on a une semaine sur 5 où on est Batman. Ça veut dire qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire dans nos projets et on s'occupe de la prod. Donc, si jamais il y a un bug sur la prod, c'est le Batman qui s'en occupe. Donc, si je suis Batman, je regarde si la prod elle est cassée. Si elle n'est pas cassée, je continue mes trucs en vrai. Et sinon, quand je ne suis pas Batman, je travaille sur la fonctionnalité améliorée ou la nouvelle fonctionnalité. Donc ouais, c'est du code. Enfin, je fais du code aussi, je fais beaucoup de code. On a une réunion par semaine d'équipe. Et on a aussi une réunion un peu par projet. Enfin, moi, typiquement, pour mon projet, tous les jeudis à 14h, je leur dis, voilà, j'en suis ici. J'ai galéré là-dessus. Je ne sais pas trop quel choix faire pour la suite. Et là, tout le monde donne son avis. Enfin, c'est un peu le projet de tout le monde. C'est moi qui le lead, mais vraiment, on se consulte à chaque fois. Je ne vais pas toute seule dans mon truc.
Et voilà comment sont rythmées mes semaines. Voilà. Et pour rentrer encore plus dans le concret, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un projet que vous avez mené, et c'est pour nous expliquer en fait concrètement sur chacun de vos métiers ce que vous avez fait sur ce projet-là. Emma, encore une fois, je vais commencer avec toi, chez Alan. Un projet en particulier que tu as mené, et qu'est-ce que tu as fait sur ce projet ? Ouais, je peux vous parler des programmes de santé qu'on a créés avec mon collègue Simon et ma collègue Sarah. Du coup, l'idée qu'on a, c'est de prévenir le plus possible certaines douleurs avant que ça devienne insupportable, pour aider à la fois la vie des patients et aussi réduire un petit peu les coûts, quoi, parce que c'est mieux prévenir que guérir sur le moment. Et on s'est penché sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et on s'est rendu compte que le mal de dos, ça touche énormément de professions. Ça peut être des caretakers, donc des gens qui s'occupent d'enfants maternels par exemple, des professeurs qui restent longtemps debout, ça peut être des gens qui travaillent dans les chantiers, etc. Et on a essayé de concevoir, on a même réussi pendant 1 an et demi, 2 ans, un programme qui peut vraiment améliorer la personne sur 2 semaines. Pour ce faire, on a recruté un kiné et on a co-construit avec lui tout un programme. Et moi, en tant que développeuse, du coup, j'ai mis en place tout le système qui permet à la personne de juste avoir son programme, s'enrôler dans le programme, faire toute la partie onboarding où on remplit un questionnaire pour comprendre précisément le problème. Ensuite, proposer une téléconsultation avec le kiné. Faire en sorte que la consultation se passe bien, et une fois qu'elle s'est passée, avoir des messages automatiques pour recevoir son programme qui a été personnalisé par le kiné en fonction des réponses du questionnaire. Ensuite, commencer directement la journée, faire en sorte qu'on fasse un ensemble d'exercices par jour et attendre un peu chaque jour pour un peu donner cette routine il faut en faire un peu tous les jours pour améliorer le problème. Et enfin, toute la partie offboarding où bravo, tu as réussi, on t'offre cette magnifique icône à la fin dans une super séquence d'animation et si tu as envie de refaire le programme, tu peux le recommencer. Bref, s'assurer que tout cet état marche bien, fonctionne, et à partir de là, on a rajouté des features petit à petit pour un meilleur accompagnement. On a créé un programme basé sur ce squelette-là de programme. On en a créé un autre qui est dédié à l'initiation anti-stress, où cette fois-ci, on avait besoin d'avoir accès à tous les exercices en même temps, de proposer des types d'exercices beaucoup plus variés. Donc, c'est faire complètement évoluer le système pour que tout ça fonctionne. Puis notre designer s'est dit, les gars, j'ai une bête d'idée. On va faire toute une nouvelle séquence pour l'onboarding avec plein d'animations. Ça va être trop beau. Donc, on s'est dit, super, il va falloir qu'on intègre des animations et que ça marche quand même bien s'il n'y en a pas. On a aussi créé une super feature de journaling thérapeutique avec de l'IA. Et alors là, c'est vraiment un des trucs que j'ai préféré faire à Alan avec ma collègue Sarah. C'est tout simplement, on choisit son type de journaling qu'on veut faire, si c'est de la gratitude, parler d'un événement un peu stressant ou de ses relations, et on dialogue avec une IA qu'on a complètement cadrée pour faire du journaling thérapeutique. Et ce qui est trop bien, c'est que le journaling, on peut le faire effectivement tout seul, mais parfois c'est un peu dur de rentrer dedans, surtout si on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Donc cette IA te guide vraiment au cours de la discussion, en écoutant ce que tu fais et en réfléchissant exactement sur ce que tu lui dis. Et là-dessus, on a mis en place tout ce qui est intéressant aussi dans le métier d'ingénierie, c'est de s'assurer que la chose fonctionne parfaitement, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de couac. Et typiquement, de temps en temps, quand tu dialogues avec une IA, il peut y avoir le moindre petit souci ou le serveur qui s'est coupé à un instant, par exemple, et on ne veut pas que ça resurface aux membres. Et un des trucs que j'ai mis en place, c'est un retry automatique de messages pour que la personne elle ait l'impression de tout le temps dialoguer avec cette IA. Donc voilà, c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est quoi les langages de programmation que tu as utilisés ? Alors, en front, on utilise une stack TypeScript React Native. Et dans le back, on est full Python. Parce que du coup, est-ce que tu me disais, tu es du coup full stack. Toi, tu fais à la fois du front, donc un peu la partie visuelle qu'on voit, et à la fois du back, ce qu'on ne voit pas, et ce qui fait que la machine fonctionne. Ouais, exactement. Moi, je suis un petit peu plus spécialisée dans la partie mobile React Native en ce moment, parce que c'est ce que je préfère. Mais j'ai fait énormément de back-end avant et je suis complètement full stack. Et du coup, donc, pour comprendre, sur les projets sur lesquels tu as travaillé, en amont, il y avait du product management qui ont un peu... on raccroche les wagons. Et ensuite, toi, tu es vraiment parti sur OK, je développe ce que j'avais comme projet. C'est ça. En fait, ma PM, qui était une personne extraordinaire, elle a mis en place toute la vision en disant, voilà, on va arriver là.
en 3 mois. Ensuite, avec le product designer, elle a vraiment travaillé avec lui pour mettre en place les flows en disant ok, donc pour arriver là, on va faire ce flow d'onboarding, le flow de journaling, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Et moi, en fait, on me dit voilà, ça c'est le flow qu'on veut faire, démerde-toi avec. Et donc là, je suis là à construire le truc en essayant de respecter le plus possible les contraintes de temps et en trouvant les shortcuts. Parce qu'il y a un truc qui est très vrai, c'est que souvent on nous dit on a 3 mois, on se rend compte que dans l'idéal, il nous en faudrait 5. Et ben on va quand même le sortir en 3 mois en trouvant les trucs les plus importants à faire en premier lieu et en trouvant des solutions élégantes mais un peu scrappy parfois pour aller plus vite. Et du coup, donc en parlant de product management, est-ce que Laetitia, tu as un exemple de projet que tu as mené? Quel a été ton rôle dans ce projet? Ouais, moi je vais vous parler d'un projet plus que je n'ai pas mené chez Evaneos, mais c'est Cheers, qui est mon ancienne entreprise qui fait de l'impression photo. Donc c'est une app qui vous permet d'imprimer vos photos dans des albums, des cadres, tout ce que vous voulez. Et en gros, pour vous définir le cadre, je suis arrivée sur la partie customisation de produit. Donc en gros, c'est ce qui, quand vous choisissez un produit, vous permet de le customiser, donc en mettant vos photos, mettant du texte, etc., etc. Donc je suis arrivée sur ce module-là et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un mois, ils avaient prévu une refonte parce que beaucoup de retours au service client de je ne sais pas comment mettre du texte, comment augmenter la police, mes photos sont mal croppées à l'impression, donc il n'y a pas grand-chose qui allait à ce niveau-là. Et je suis arrivée, on m'a dit tiens, on a réfléchi à un nouveau design, trop bien, ça va trop bien marcher, on le met en place. Ok, on prend 2 mois avec les devs. Et là, on part ce qu'on appelle en test utilisateur. Donc, on va faire tester notre produit. Donc, on est dans un café avec pas designer pour faire des tests. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça marche pas, ça marche moins bien qu'avant, et les gens comprennent encore moins qu'avant. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de gestion humaine, c'est que là, il faut aller voir son équipe de développeurs et dire le travail que vous avez fait depuis 2 mois, on va le jeter, on va tout recommencer. Donc là, c'est hyper important sur la communication de mettre en place une vision, une stratégie, d'expliquer pourquoi on a tout recommencé. Et là, on a repris une feuille blanche. On est parti sur beaucoup d'interviews utilisateurs pour essayer de comprendre comment ils utilisaient l'app, qu'est-ce qui posait problème. On a emmené aussi les développeurs avec nous parce que c'est hyper important de leur montrer que c'est pas une lubie product de se dire je veux un bouton bleu à cet endroit-là. Non, c'est vraiment qu'il y a un besoin. Et du coup, à partir de là, petit à petit, sur 4 mois, on a reconstruit tout le produit, on a remis en place toute une vision, on a redéveloppé tout ce module-là pour le sortir en fait en 6 mois et permettre justement à notre SAV d'avoir beaucoup moins de retours à ce niveau-là, donc c'est déjà beaucoup moins de charges pour eux. Côté développeur et de notre côté, c'est hyper gratifiant parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on développe, ça a un impact. Donc clairement, on n'est pas sur des impacts environnementaux ou autres. Mais ça n'a pas pour nos utilisateurs qui, en fait, on se rend compte comment ça a beaucoup plus aimé l'application, on a pas mal de retours positifs. Donc en fait, ça insuffle encore plus d'énergie auprès des équipes. Et ce qui nous a permis aussi de démontrer que le produit a aussi son importance et qu'en fait, en bossant tous ensemble, on va aussi beaucoup plus loin et que c'est pas juste les idées, par exemple, des fondateurs de dire ok, la boîte d'à côté, elle fait ça, on va faire ça. Non, c'est pas que ça. Il y a de la réflexion et il y a beaucoup de travail en amont. Il y a beaucoup d'accompagnement des équipes aussi pour leur faire comprendre un peu tout ce qu'on fait et que oui, peut-être des fois, il faut le faire en 3 mois, que parfois, c'est pas possible et qu'il faut un peu plus de temps. Et du coup, c'était trop cool de pouvoir faire ça d'une avec mes développeurs et mes designers pour en plus avoir toute une expérience, travailler avec nos clients au quotidien, quoi. Et Data Scientist, un exemple de projet que tu as mené? Ouais, je peux parler de mon projet actuel. Alors, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais en gros, moi, dans mon équipe, on représente toutes les chansons par un vecteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait, mais chaque chanson, c'est un vecteur. Et ensuite, on aimerait bien représenter aussi les utilisateurs par des vecteurs. Comme ça, après, c'est facile, on fait des distances, machin. Sauf qu'en fait, les utilisateurs, ils ont des goûts trop variés. Donc, en fait, un utilisateur, c'est plusieurs vecteurs. On va prendre ses écoutes, ses favoris, etc., des 30 derniers jours. Donc c'est plein de chansons qui sont plein de points, plein de vecteurs. Et on va clusteriser ces chansons. Donc, je prends mon utilisateur, je prends ce qu'il a écouté, je clusterise. Et ça fait plein de petits groupes. Et en fait, les centres de chacun de ces groupes, ça sera les différents vecteurs. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai 27 clusters. Donc, je suis 27 points dans mon espace. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et en fait, moi, là, mon projet, c'est au lieu de faire ça sur... Enfin, je vais faire ça sur toi, puis sur moi, puis machin. En fait, toi, ça se trouve, ton cluster 4, c'est à peu près le même que mon cluster 8. Et du coup, en fait, ça pourrait être juste le même.
Donc moi, là, ce que j'ai envie de faire, c'est, et ça répond évidemment à un besoin, que ce soit produit ou même pour réduire les coûts, etc. Je vais pas faire gaffe aux utilisateurs, je vais juste clusteriser tout le catalogue. Et ça, c'est mon projet en ce moment. Donc, première méthode, ça aurait pu être de faire comme si le catalogue, c'était juste un utilisateur et je reprends la méthode de base et je clusterise toutes les chansons. Sauf qu'en fait, le catalogue, c'est trop gros. Donc, finalement, il va falloir changer la méthode, etc. Donc, voilà. Donc là, en ce moment, j'ai tâtonné pendant plusieurs semaines. J'ai regardé ce qui était scalable. Donc, scalable, ce qui pouvait tourner, étant donné la taille de données, en pas trop de temps, etc. Maintenant, je suis en train de tester un peu quantitativement, qualitativement, etc. Et voilà, et quand je serai satisfaite de ce que j'ai fait, je vais faire un A/B test. Donc A/B test, en gros, je vais regarder la méthode actuelle vs la méthode que j'aimerais bien introduire. Donc 50% pour... la méthode actuelle pour 50% des utilisateurs, la méthode nouvelle pour les 50%. Je vois ce qui performe le mieux. Enfin, les data analystes me font des dashboards trop cool. Je vois lequel est le mieux, machin. Et après, si mon modèle il marche, je le mets en prod et voilà. Et c'est trop, ça se verra, ça aura pas on verra pas trop l'impact. Donc là-dessus, ça sera pas hyper satisfaisant pour moi, mais techniquement parlant, moi je m'amuse bien. Donc, mais sinon, j'ai d'autres projets où vraiment c'est trop cool. On crée des fonctionnalités. Moi-même qui suis utilisatrice, je les utilise, donc c'est trop satisfaisant. Là, je verrai moins l'impact, mais je me suis amusée. Ça me donne trop envie de faire vos 3 métiers. Mais du coup, c'est quoi les compétences en termes de ce qu'on appelle les hard skills, donc un peu les compétences techniques, et les soft skills, donc les compétences douces ou les compétences comportementales qu'il faut pour faire vos métiers, et notamment, peut-être pour commencer, product manager. C'est quoi les compétences qu'il faut pour exercer ce métier ? Alors, ça dépend des boîtes dans lesquelles vous allez. Moi, j'ai déjà fait des boîtes où j'étais toute seule au produit, donc je faisais aussi un peu de dev, et je faisais aussi designer, et je faisais aussi la data. Donc, il faut être surtout très couteau suisse en termes de hard skills. Bonne connaissance design, de la connaissance analytics. Il faut aimer parler à des utilisateurs, il faut aimer parler à des gens, il faut aimer chercher des problèmes et vouloir résoudre des problèmes. Et soft skills, je pense que je l'ai pas mal dit, mais beaucoup de communication et beaucoup d'empathie, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes différentes. Donc il faut arriver à gérer tous ces gens-là et leur parler de la bonne façon pour que tout le monde puisse avancer ensemble. Et après, c'est beaucoup de curiosité. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas résoudre des problèmes, si vous n'aimez pas chercher comment aider les gens à faire mieux, clairement, c'est pas fait pour vous. Donc voilà, c'est vraiment un mix de tout ça, mais ouais, je dirais vraiment couteau suisse. Et aujourd'hui aussi en hard skills, l'IA rentre beaucoup maintenant au jeu aussi dans nos métiers à nous. Donc clairement, il faut de la curiosité pour les nouvelles techno aussi. Data scientist. Ouais. Alors moi, faut quand même avoir les bases en statistique. Hein. On peut pas y échapper. Il faut comprendre ce qu'on manipule. Mais sinon, pour ce qui est du code, il faut être entre guillemets formaté pour comprendre, pour écrire du code. Mais moi, j'ai appris des langages sur le tas. Là, je code beaucoup en Scala, Spark, et j'avais pas du tout fait ça à l'école. Et j'ai appris sur le tas. Je code aussi beaucoup en Python. Ça, j'avais appris, mais j'aurais pu apprendre sur le tas. Et par contre, en soft skills, je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure, il faut savoir vulgariser, adapter le discours, ouais. Et puis après, évidemment, plus tu es intéressé par le produit, et plus tu vas être pertinent dans tes choix, dans tes questions OPM. Et ouais. Développeuse. J'ai commencé avec les hard skills. Alors, j'ai plutôt parlé pour quelqu'un qui débute sa carrière parce qu'on ne peut pas attendre la même chose de quelqu'un qui est là depuis 10 ans et quelqu'un qui est là depuis 1 an. Ce qui est sûr, c'est que pour être développé, il faut coder. Il faut coder au quotidien. Mais alors, quand on commence sa carrière, on ne sait pas coder comme là, je sais coder aujourd'hui. On ne peut pas sortir de terre une application mobile qui va être extrêmement bien sécurisée, utiliser du 2FA en authentication, faire plein de trucs. Ma mémoire de travail ne fonctionne pas très bien, mais il y a plein de choses qu'on va apprendre un peu sur le tas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir apprendre tout le temps. En fait, c'est un métier où vous allez apprendre tout le temps, particulièrement au début où la courbe elle est très élevée. Mais ensuite, il faudra tout le temps un peu savoir apprendre, parce qu'il y a des technos qui sortent tout le temps nouvellement. Et pareil, là, en plus, il y a l'IA qui arrive. Il faut apprendre de plus en plus à utiliser l'IA et à comprendre souvent comment ça fonctionne, nous. Parce que c'est vers nous qu'on se tourne quand les choses déraillent. On dit, c'est bizarre, l'IA, elle m'a répondu ça. Parce qu'en fait, c'est pas juste de la magie, l'IA. Derrière, c'est aussi
plein de systèmes et d'algorithmes qu'il faut bien comprendre. Donc ouais, en tant que hard skills, il faut avoir une certaine rigueur. Ça c'est même un soft skill, je dirais plus, qui s'applique à tes hard skills et à ta manière d'apprendre. C'est pas la peine d'être une brute en maths. Ça sert, je vais pas vous mentir, ça sert pour le métier. J'ai des amis qui ont été terrifiés par les maths au lycée, qui sont d'excellents développeurs et développeuses aujourd'hui. Voilà. Ce qui compte par contre, c'est juste avoir un petit peu un sens logique et développer une intuition logique. Il y a ce qu'on appelle une intuition mathématique, mais bon, comme ce mot fait peur, je ne vais pas utiliser, juste une intuition logique. Et l'affiner et un petit peu savoir où chercher efficacement. En termes de soft skills, maintenant, je vais revenir un petit peu sur cet aspect rigueur. Ça aide énormément d'appliquer les choses de manière méthodique. Surtout que notre métier, il y a une énorme partie où on doit débugger et comprendre d'où vient le problème. Et alors là, il faut aborder un petit peu les sujets avec méthode. Parfois, j'ai l'impression d'être entre l'archéologue et la détective. Quand il y a un problème et que je dois aller explorer des logs et des traces et essayer de trouver exactement à quelle ligne en fait il y a eu un souci dans le code et à combien de personnes ça a impacté, et faire ensuite des requêtes SQL sur Metabase pour voir vraiment exactement combien de gens ça a impacté. Là, il faut un petit peu un sens détective qui dit ok, il faut que je pense à faire ceci pour rechercher cette donnée-là particulièrement. Il faut savoir simplifier. Mais pour savoir simplifier, il faut que ce soit clair pour nous. Et ensuite, il faut savoir simplifier pour les gens qui ne sont pas techniques et qui ont besoin d'avoir des explications. Donc, ça peut aller de notre PM à la personne qui est au user care, qui doit ensuite répondre aux membres. Tu ne peux pas lui dire « Ah oui, bah, alors là, je suis désolée, mais tel truc s'est passé dans un terme technique imbitable. » Ce n'est pas possible. Il faut ensuite, moi j'aime bien aussi considérer qu'il y a un petit peu besoin de créativité dans ce métier. Alors particulièrement quand on est dev plutôt front ou mobile, où là il y a ce petit côté UI où il faut se dire, il faut penser à ces petits détails qui vont rendre le truc vraiment beau et seamless. Et il y a aussi ce côté créativité d'en trouver des solutions élégantes. Des solutions qui vont prendre le moins de lignes possible, être le plus efficace, répondre aux problèmes de manière efficace. Et alors là, on rentre un petit peu dans les jeux à énigmes presque. Moi, j'adorais faire ce genre de truc quand j'étais jeune, trouver une solution élégante à tel petit problème où c'est pas des maths à premier abord, mais en fait, c'est des énigmes, quoi. C'est comme un jeu tout le temps. Et ça, c'est super. Il faut avoir un peu cette envie d'apprendre tout le temps, de curiosité, de résoudre des problèmes tout le temps. C'est ça qui porte, je pense, très loin dans cette carrière. Merci beaucoup. Avant-dernière question, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? Je peux commencer parce que j'ai songé récemment à changer de métier. Il y a un poste qui s'est ouvert aux relations artistes et ça m'a trop intéressée. Sauf que, en fait, j'ai compris que ça allait être quand même beaucoup de mails. Enfin, il y a 20% où tu es là, tu es avec les artistes, et sinon, c'est beaucoup de mails. Et surtout, il n'y a plus la technique. Et là, j'ai compris que j'étais quand même vachement stimulée intellectuellement et que ça, pour l'instant, j'ai un peu peur de laisser ça passer. Et donc ça me plaît grave. Et sinon, bah, évidemment, mon domaine, vous avez compris, la musique, au cas où vous n'aviez pas compris, mais je suis passionnée. Et sinon, ouais, mes collègues, mes collègues, je les aime trop. Et aussi le fait que je puisse travailler d'où je veux. Là, j'ai passé 1 mois à La Réunion. La semaine dernière, j'étais en Bretagne, télétravail. Enfin, je fais un peu ce que je veux. On est libre. Et après, ça va dépendre de la boîte. Mais en fait, comme c'est des métiers qui sont super recherchés, vous pouvez vous permettre d'être difficile, en fait. Ouais, vas-y. Moi, j'ai beaucoup copié ce que tu as dit. Il y a un confort associé à ces métiers qui est extraordinaire parce que c'est des métiers qui sont effectivement aujourd'hui très recherchés. On a vraiment besoin de beaucoup de développeurs, de data scientists, de PM pour refaire le monde et faire en sorte qu'il aille dans la bonne direction. Et du coup, c'est des métiers où on est bien payé, on a des super conditions de travail, on ne fait pas trop emmerder sur les horaires ni rien. Tout le temps qu'on délivre. Voilà, faut savoir, c'est un peu ça la clé. Il faut que tu délivres. Et moi, c'est un côté que j'aime énormément parce que j'adore les challenges intellectuels et j'adore quand on met des challenges finalement. Je fonctionne très bien avec ça. Je pense que je continue à le faire depuis 8 ans parce qu'en fait, je m'ennuie jamais. En 8 ans, j'ai pas arrêté d'apprendre des nouveaux trucs. Quand j'ai senti que je commençais un petit peu à m'ennuyer dans une entreprise, j'ai changé d'entreprise. Parce qu'il y a plein de demandes sur le marché et j'ai trouvé des nouveaux sujets pour plus jamais m'ennuyer. Je suis aujourd'hui dans une entreprise où il y a des gens extraordinaires qui travaillent avec moi. Donc là, pareil, mes collègues, j'ai
J'ai envie de tout le temps travailler avec eux, d'être mentorée par eux, de mentorer des nouvelles personnes, juste de discuter avec eux, parce qu'ils sont tous ultra intéressants. Il y a aussi le côté où ce que je fais aujourd'hui, c'est un énorme sens, parce que, en tout cas, mon entreprise, Alan, elle cherche vraiment à apporter quelque chose de bien dans la société. Et voilà, développer ces programmes de santé, je sais qu'à la fin, ça a vraiment aidé des gens, et c'est pas rien, quoi, de se dire waouh, j'ai fait quelque chose qui apporte aux gens, et pas juste pour enrichir quelqu'un ou je sais pas, pour faire un produit qui va servir qu'à une équipe marketing et elle va le détester parce que ça va tout le temps bugger, voilà. Donc tous ces trucs-là, c'est ultra gratifiant et ça donne envie de continuer. Je bingo sur un peu tout ce que vous avez dit aussi. Sur le métier en lui-même, aujourd'hui, moi, chez Evaneos, c'est surtout résoudre des problèmes. Moi, j'adore ça, que ce soit au niveau des gens ou des sujets. C'est un peu comme plein de pièces de puzzle qu'on vous donne comme ça, et c'est débrouillez-vous. Donc, c'est remettre toutes les pièces dans le bon ordre pour réussir à sortir quelque chose. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Et en fait, c'est pareil, c'est une évolution quotidienne parce que c'est tout le temps des personnes différentes, c'est des sujets différents. Donc, en fait, vous voyez des millions de cas possibles au quotidien. Et ouais, je rejoins sur le métier, le domaine en lui-même. Ce qui est génial, c'est que là, on a la musique, on a la mutuelle. Moi, je suis dans le voyage. On peut aller dans n'importe quel secteur d'activité, même dans le design, dans le luxe, dans la pharmacie. C'est génial à ce niveau-là. Effectivement, je suis rejoins pour apprendre. Vous pouvez changer de domaine d'activité du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on a un confort qui c'est plutôt luxueux, moi, je trouve. Effectivement, vous pouvez, alors selon la boîte, encore une fois, mais vous pouvez bosser de n'importe où, beaucoup de télétravail. On a des horaires qui sont quand même assez flexibles dans nos métiers. Donc, clairement, pour un équilibre pro-perso, c'est génial aussi, quoi. Et puis, ça reste des métiers d'avenir. Tu le disais, Emma, c'est extrêmement recherché. Ça l'était encore plus il y a quelques années, mais ça l'est toujours autant maintenant. Donc, c'est vrai qu'il n'y aura jamais de pénurie non plus. Et ça, pareil, c'est hyper agréable en termes de stabilité. C'est d'avoir le luxe de se dire demain j'aime plus ce que je fais, juste je change, et en fait y a beaucoup de choix sur le marché, quoi. Donc ça, c'est top, hein. Du coup, le petit mot de la fin, s'il y en a qui hésitent encore à se lancer dans la tech, qu'est-ce que vous leur dites? En vrai, redites, hein, mais ouais, c'est bien payé, c'est confortable. Non, mais c'est vrai, hein. C'est franchement ouais. Il n'y a pas de raison de ne pas se lancer, quoi. Au pire des cas, ça ne vous plaît pas, vous pouvez totalement bifurquer. Je sais pas, moi j'étais développeur, je suis passé PM, je pourrais passer data, je pense, si ça m'intéresse. Donc en fait, vous ne prenez pas qu'une voie. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Ce que vous allez faire là va vous servir. Et pareil, il y a tellement de métiers qui se créent aujourd'hui dans nos domaines. Je pense PM, maintenant, il y a juste au-dessus de moi, il y a des postes j'ai même plus les termes, mais de PM vraiment dédiés à la gestion humaine des gens, de PM dédiés à la partie expertise produit. Enfin, il y a tellement de métiers qui se créent que je pense, même si vous vous trompez, il y aura toujours une autre branche qui vous conviendra. Ouais, et vraiment, moi j'ai envie de vous dire un petit mot. Lancez-vous, et au début, ce sera probablement dur. Parce que un truc qu'on n'a peut-être pas trop dit, on a tous dû énormément travailler, que ce soit au moment de la reconversion, que ce soit au moment de nos études, que ce soit au début de notre carrière. On a travaillé et ça a été dur. Et franchement, je comprends tout à fait qu'on puisse se décourager. Moi, je me suis découragée 1 milliard de fois pendant tout le truc. Ce que je gardais en tête, c'est beaucoup, à la fin, tu seras vraiment bien, tu auras le choix du monde, quoi. Tu vas être avec des gens super, tu vas probablement faire des trucs super. Il faut essayer de trouver ces ressources qui font qu'on s'accroche, quoi. Il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas se dire qu'on est nul. On n'est pas nul. C'est normal de se rater au début, c'est normal de se tromper au début. On n'apprend que en se trompant, d'ailleurs. Je me suis trompée 1 milliard de fois au début de ma carrière, et là, je commence enfin un peu moins à me tromper, et j'en suis à 8 ans de carrière, quoi. Donc... voilà, faut pas s'arrêter à un échec. Je comprends, c'est super dur dans une société où on a des impératifs financiers aussi. On a eu des super témoignages de gens qui ont fait des reconversions, qui ont beaucoup insisté. Et je comprends que ça peut être super dur, mais voilà, ce que je vous dis, c'est vous pouvez le faire. Franchement, vous pouvez y arriver. Et bon courage, accrochez-vous, ça va être bien, quoi. Pensez à la suite. Je passe une seconde. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, ça, effectivement, je pense que c'est plus difficile, je pense, aujourd'hui en démarrant que ce que ça l'était quand on a démarré peut-être il y a 6-7 ans, parce que surtout si vous êtes dans les startups, pour ceux qui ont entendu parler, l'économie au niveau des startups a un petit peu chuté depuis la fin du Covid. Donc c'est vrai que les profils seniors sont plus recherchés que les juniors par rapport à avant, où c'était un peu des métiers à la mode, donc en fait ça embauchait à tour de bras. Mais il ne faut pas vous décourager, les juniors sont aussi recherchés, c'est un peu plus dur, il faudra un peu plus travailler. Mais comme tu dis, quand vous arrivez à vos 4, 5 ans, 6 ans, que vous êtes un peu cassé les dents, après, en fait, vous avez le choix du roi dans tout ce que vous voudrez faire, quoi.
Et pour finir par un chiffre, il y a une étude de France Stratégie qui est sortie en projection des métiers de demain à 2030. Et rien que sur la partie informatique, c'est 115 000 nouveaux postes qui sont créés à horizon 2030. Donc il y a encore de la demande sur ces métiers-là. Peut-être prendre une ou deux questions et puis ensuite on passera. Hop, je vais me déplacer. Tac. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Laetitia, sur le métier de dev qui serait un petit peu bouché pour les seniors, pour les juniors, pardon. Et j'aimerais savoir en fait comment se différencier. Enfin, moi, je suis en reconversion de dev là depuis septembre-octobre. J'étais dans le marketing digital avant. Je bosse à fond. Voilà, je fais mes portfolios, tout ça. Et par exemple, je galère pour trouver une alternance. Et en fait, comment se différencier en fait? Je pense que tu peux rebondir si tu as besoin. Pour le coup, je pense qu'on a un peu les mêmes problématiques au niveau recrutement. Déjà, il y a l'envie. Bah, ça, clairement, ça se voit en entretien assez rapidement. Après, je pense appuyer pas mal sur la communauté. C'est un peu bête. Peut-être même nous, on le voit beaucoup côté produit. Je pense que c'est un peu pareil sur nos métiers qui sont tous encore très petits en France. Mais typiquement, LinkedIn, c'est une mine de networking incroyable. Et il ne faut pas hésiter à contacter des gens, même juste pour demander un café de 30 minutes, juste pour voir comment ça se passe, etc. Et en fait, tu vas créer du contact et petit à petit, peut-être qu'il y en a un qui va te dire bah, attends, moi j'ai peut-être un poste où je connais quelqu'un. Et on est dans un domaine, je pense que ça se voit avec les années, mais qui est extrêmement petit, où tout le monde se connaît. Donc ça peut aller très très vite là-dessus. Faut faire des projets perso aussi. En fait, montrer que tu as envie d'y aller. Je pense que nous, c'est pareil. Pour les devs, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les réseaux qu'on a à Paris. On a Ladies of Code, typiquement, qui aide pas mal là-dessus. Et ce qui est intéressant, exactement pour nous, c'est le networking. C'est en fait, tu trouves des personnes qui te mentorent ou qui sont déjà dans des postes, dans des entreprises, qui peuvent déjà regarder ton CV plus particulièrement et voir s'ils peuvent le faire passer, un pied ta candidature, te coacher à faire des entretiens techniques. Souvent, le blocage, moi, que je vois beaucoup pour les juniors, c'est l'entretien technique. Parce qu'on parfois, c'est du live coding, c'est très spécifique, ça fait extrêmement peur. C'est des moments où on stresse énormément et parfois on blanque totalement et on n'arrive pas à montrer tout ce qu'on sait faire. Et la meilleure chose à faire pour ça, c'est de s'entraîner le plus possible, de prévenir en avance parfois les recruteurs en disant vraiment live coding c'est pas possible, est-ce qu'il n'y a pas une alternative pour ça? Et puis un petit peu plus se préparer pour ce truc un peu spécifique qui malheureusement ne montre pas forcément les choses à sa juste valeur. Voilà, donc c'est beaucoup une question finalement de se forger un réseau. C'est peut-être ce qui manque le plus aux femmes. Je pense qu'il va se lancer dans la tech. Et c'est un truc où, en tout cas, moi, en tant que personne qui a fait une école d'ingé, je suis un peu privilégiée là-dessus, c'est que j'ai un réseau derrière. J'ai un réseau qui m'a permis de commencer super facilement. Après, comme je ne savais pas aussi faire grand-chose au début, je suis passée par des entreprises qui étaient prêtes à me former. En fait, ça, c'est aussi une autre forme d'entrée. Au lieu de foncer directement dans la start-up, où là, souvent, ils ont des impératifs économiques, ils ont besoin de gens qui délivrent tout de suite au début. Les ESN, les entreprises sociétés numériques. Alors, je ne sais pas à quel point elles se portent bien aujourd'hui économiquement, mais en tout cas, moi, ça m'avait aidé à l'époque. Et puis, peut-être des groupes qui sont un peu plus installés, donc qui ont moins ces impératifs économiques et qui peuvent se permettre de recruter des juniors. Et là, ça passe beaucoup par se renseigner, en fait, sur l'écosystème. Et encore une fois, le réseautage sur Ladies of Code, on peut un peu se renseigner sur l'état des entreprises et si on peut... Il n'y a pas quelqu'un d'une ESN qui peut te faire rentrer dans le système, quoi. Et tu as la chance aussi que, en tant que femme, entre guillemets, on est plus minoritaire dans le domaine, donc clairement, on te fermera jamais la porte. Faut pas avoir peur de demander. Moi, c'était quelque chose qui m'a toujours fait peur de dire est-ce que je vais pas déranger, Et en fait, les gens sont toujours, enfin les femmes en tout cas dans ces domaines-là sont toujours prêtes à aider derrière. Bonsoir, je voulais vous demander ce que vous pensez des gens qui disent que dans quelques années, l'IA va faire en sorte qu'il y aura beaucoup moins de développeurs, etc. Est-ce que vous pensez que ça va créer des jobs aussi ou qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Je peux répondre? Ça me va. Je pense que l'IA, ça va changer notre manière de travailler, mais ça ne va pas nous remplacer. Il suffit de le voir aujourd'hui sur Twitter. Il y a des gens qui se targuent de pas du tout être techniques, de sortir leur application directement grâce à Cursor. Et puis les tweets d'après, ils disent « Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont réussi à démonter mon application, à faire des attaques DDoS, je comprends rien à la sécurité. Bon, j'arrête tout le temps que je comprenne. » Bah oui, parce qu'en fait, l'IA, c'est des outils qui sont puissants pour accélérer les gens qui savent déjà utiliser ces
systèmes. Si toi, tu n'es pas du tout expert, l'IA aujourd'hui n'est pas fiable pour ça. Peut-être qu'elle le sera un peu plus tard, mais elle va coûter alors de l'argent, parce que c'est pas non plus, c'est pas de la magie noire. L'IA, ça se base aussi sur des ressources d'énergie qu'on n'a pas forcément, et donc il va y avoir des impératifs économiques pour les utiliser. Donc je pense que oui, ça va transformer les métiers de développeur, de PM, de data scientist, c'est déjà le cas, effectivement, on utilise déjà Cursor et plein d'autres IA, mais ça ne va pas nous remplacer. Et je me permets de donner la parole à May qui bosse dans l'intelligence artificielle, je crois qu'elle veut répondre. Mais moi aussi, en vrai, c'est de l'IA que je fais. Oui, ouais. On est dans le même domaine, donc ouais. Vas-y, je t'en prie. Ah, non, mais vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Non, je voulais juste appuyer sur le fait que Emma t'avait dit que ça coûte cher, et je pense que les gens s'en rendent pas compte. La raison, je vais caricaturer énormément, mais la raison pour laquelle l'industrie est en plein boom actuellement, c'est que tout le monde lui jette de l'argent sans arrêt. Il y a un moment où on va analyser les retours sur investissement. Ils sont pas toujours très concluants, et il y a moyen que on se prend déjà actuellement une douche froide sur le fait que ça coûte énormément d'argent, ça coûte des ressources, ça coûte de l'eau, ça coûte de l'énergie. Il faut réguler tout ça, et du coup, genre, je pense que rien qu'au niveau des ressources, on va se heurter à un plafond. Ça va pas toujours être comme ça. Et il y avait plein d'industries dans lesquelles on a eu l'impression que ça allait être la cuisse droite de Jupiter, parce que tout le monde lui jetait de l'argent, et puis ça a changé. Donc voilà, je me permets parce que c'est un domaine sur lequel je travaille personnellement. Je suis très intéressée par l'impact social de l'intelligence artificielle sur les gens, et il y a cette peur en fait qui vient souvent. C'est surtout parce que c'est impressionnant, on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, mais en vous intéressant à l'intelligence artificielle de votre côté, en faisant des recherches sur comment ça fonctionne, vous allez vous rendre compte que c'est pas aussi omnipotent, et comme l'a très bien dit Emma, ça ne remplacera jamais un développeur. En fait, ce qu'on développe surtout à 42 aussi, c'est la créativité. Et c'est ce qui va nous différencier en fait de ces modèles-là, et c'est ce qui fait que non, c'est pas remplaçable, ça. Je ne pense pas en tout cas. Ouais, et puis on vit un peu à une révolution industrielle bis, et la révolution industrielle, elle n'a pas tué tous les tafs. Enfin, elle en a créé des nouveaux, elle en a tué certains, elle a créé de nouveaux, ça va aller. Eh ben, je vous propose, si vous voulez networker, on a de quoi. Merci 1000 fois à nos 3 intervenantes, Ariel, Laetitia, Emma. Et merci à vous toutes d'être venues.